Madame Ben Abdeslam, Rim, Oui. vous savez, nous les deux, on partage pas mal de choses, surtout par rapport à la RSE. Et lorsqu'on parle un peu de la RSE, moi je pense que c'est un concept qui n'est pas très récent, il est très ancien quand même. Mais peut-être avec cette pandémie Covid-19, il y a une renaissance. On le voit maintenant avec beaucoup de rigueur. Et maintenant, je voudrais quand même vous poser une question parce que vous êtes un peu, certes universitaire, mais peut-être vous avez des contacts avec des professionnels de la CGM plus particulièrement. La CGM plus particulièrement, est-ce qu'il a tiré des leçons sur cette pandémie? Est-ce que maintenant vous voyez qu'elle est consciente, d'accord, de l'importance d'intégrer la RSE dans, dans sa phase de croissance, dans sa phase de dire aux gens que maintenant la RSE, c'est une priorité. Pour rien vous cacher, moi, je n'ai pas voulu, si vous voulez, rebondir sur ce que vous avez fait. Il y a juste 15 jours ou 20 jours, j'ai assisté à un webinaire sur l'engagement social et sociétal. Et malheureusement, il y avait un financier qui n'a pas beaucoup défendu la RSE dans ce webinaire-là. Et moi, j'étais un peu mécontent. Parce que pour moi, scientifiquement parlant, on n'a pas encore vu, on aura besoin de les voir. Moi, c'est un défi que je donne à toutes les parties. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, ici au Maroc, même en France, des thèses doctorales, des articles, des recherches qui essaient quand même de mettre l'accent sur l'impact de la RSE ou de l'engagement citoyen sur la performance financière. Peut-être Adil Marhoum, il a parlé un peu de l'aspect statistique. Peut-être je suis d'accord avec lui dans ce sens. Moi, je voudrais, peut-être c'est un appel que je lance à beaucoup des intellectuels, franchement, on voudrait travailler dans ce sens. On voudrait travailler sur la RSE avec toutes ces dimensions sociales, sociétales, peut-être même si Atosh il est avec nous, la dimension économique, la dimension financière, si tu peux nous aider à Abdeslam, peut-être moi et Hicham, l'approche un peu marketing, si Najib avec Bakali sur l'approche sanitaire, il ne faut pas oublier Yassir. Moi, je pense que c'est un créneau qu'on peut développer sur les différentes dimensions. Maintenant, la CGM, Arim, est-ce qu'elle est consciente? Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour intégrer cette variable un peu dans son cursus? Merci, Arim. Merci. Alors, avant de répondre à la question, qui s'avère justement une question assez difficile, à laquelle je donnerai des réponses un peu éparpillées, mais avant justement par rapport à la question que vous venez de soulever, celle des thèses en doctorat, effectivement, sur l'impact de la RSE sur la performance financière, il y en a au Maroc, il y en a à l'étranger, mais je veux dire, le vrai problème justement d'étudier ou vraiment de faire de la pure recherche sur l'impact de la RSE sur la performance financière, il en va dans la définition de la performance financière. La plupart des doctorants ils prennent les définitions de performance financière sur la base d'un certain nombre de variables. Les Keynes fait des définitions ou les Keynes au niveau des normes, comme par exemple la norme ISO 26000, le Global Compact ou autres au niveau des différentes normes qui sont préexistantes. Donc, les variables qui vont effectivement faire le point sur cette performance financière, elles ne prennent pas en considération le contexte et donc ils ne sont pas en harmonisation avec le contexte marocain. Moi, je pense que ce qui pourrait être beaucoup mieux et ce qu'on pourrait prioriser, c'est d'abord de définir la performance financière par rapport au contexte marocain, par rapport aux entreprises marocaines, par rapport au véhicule du citoyen marocain. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette performance financière? D'accord? Et par la suite, on va rechoisir nos variables propres à nous pour ensuite effectivement étudier en bonne et due forme une recherche pure et dure sur la RSE et son impact sur la performance financière. Alors, pour revenir un peu à la CGM, vous avez évoqué un vocable très important qui est la renaissance de la RSE. Alors moi, je dirais autre chose. Il n'y avait pas une renaissance, mais il y avait plus principalement une redéfinition de la RSE. Pourquoi? Parce que la CGM, depuis toujours, d'ailleurs même dans les études qui ont été faites, même dans ma thèse au doctorat où j'avais parlé de la RSE, la première des questions que je posais justement au niveau des dirigeants des entreprises, est-ce qu'au moins vous connaissez la RSE? Alors il y a certains qui disent oui, d'autres qui disaient non.
Alors, le problème, c'est que même celles qui disaient non, elles pouvaient pratiquer des approches responsables tout en justement ne pas s'intégrant dans une pratique RSE convenable. Ou même encore celles qui disaient je pratique de la RSE, elles n'en font pas. C'était uniquement un effet de mode qu'elles voulaient se procurer pour avoir cet élément distinctif ou cet avantage concurrentiel vis-à-vis justement de ces consommateurs ou de ces clients. Aujourd'hui, il y a une redéfinition. Pourquoi? Parce que la CGM, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, je pense que la plupart des profs, ils savent que là, actuellement, la CGM, elle a créé une plateforme Covid. Donc, c'est les différentes mesures de soutien Covid. Alors, ce sont des mesures de soutien par secteur, donc que ce soit, par exemple, les secteurs d'assurance ou de réassurance. Vous avez aussi les mesures de soutien pour les TPE et pour les PME à part. Vous avez des mesures d'accompagnement des grandes entreprises. Vous avez des mesures d'accompagnement hygiénique, justement, pour les salariés. Et donc, vous avez une redéfinition un peu du cadre d'application parce que c'est ce qui nous manquait. On n'avait pas une norme propre à nous, comme je dis, le contexte. Donc, on a une forme de bulle d'édifice par rapport au contexte marocain. Donc, aujourd'hui, la CGM, elle est venue pour faire ça. Alors, point d'interrogation qui se pose, est-ce que réellement les différentes mesures étant prises par la CGM pour encadrer étaient suffisantes ou pas? Là, c'est une question à laquelle je ne pourrais malheureusement pas répondre parce que là encore, soit qu'il vous faut des chiffres significatifs ou encore il nous faut tout simplement savoir est-ce que les mesures qui ont été dictées ou édictées par la CGM, est-ce qu'elles ont été réellement entreprises par nos entreprises marocaines, par nos salariés, par exactement les différentes parties prenantes de cette pratique RSE. Alors, sauf que moi, j'ai à intervenir dans un autre volet, hormis cette CGM qui a fait de son mieux, qui a édicté un certain nombre de mesures. Il faut savoir que devant les bouleversements que nous sommes en train de vivre, il est trop difficile d'attendre à ce qu'un établissement, à ce qu'une institution, ou à ce que même l'État intervienne comme un sauveur quand tout va bien, parce qu'à ce moment-là, les critiques fusent à tout va à son endroit. Donc, un interventionnisme trop avancé, une réglementation trop présente, une fiscalité trop lourde. Et effectivement, est-ce que vous croyez que la CGM pourrait interagir dans ce sens? Alors, depuis toujours, la CGM, elle avait proposé le phénomène de catégorisation. Alors, qu'est-ce que veut dire la catégorisation? Ça veut dire que pour les entreprises qui veulent pratiquer la RSE, il y a un certain nombre d'avantages qui lui sont accordés. Ce sont des avantages fiscaux, ce sont des avantages en termes d'emprunt auprès des bailleurs de fonds, auprès d'établissements de crédit ou autres. Donc, cette catégorisation est toujours là, elle est encore plus accentuée par la CGM. L'État de même a intervenu dans ce sens par exemple, le report de cotisation à la CNSS, par la souplesse de l'assiette fiscale ou des impositions fiscales. Donc, il y a un certain de démarches, un certain nombre de tâches qui ont été prises et entreprises par l'État, mais aussi par toutes les institutions publiques. Alors, les grandes entreprises, elles ont un rôle énorme à jouer parce que depuis toujours, notamment pour les entreprises qui se disent pratiquer la RSE, ce sont des entreprises qui se targuent d'être innovantes, d'avoir justement adapté un modèle d'affaires. Donc, elles doivent être dotées d'une bonne gouvernance, de nouvelles générations qui doit être attentive à leurs parties prenantes, en les prenant en compte, en rééquilibrant les différents intérêts et d'être centrées avant tout sur le personnel et elles doivent être tellement prêtes à être des citoyens responsables auprès de la communauté et donc démontrer ou faire preuve de ces affirmations. Alors, comment le faire? C'est très simple. Effectivement, on peut prendre en considération les mesures édictées par la CGM, on peut en bénéficier aussi de tout ce qui est octroyé par l'État en guise de fonds, parce qu'il y a des injections de fonds au niveau des entreprises qui en ont besoin, des subventions aussi qui verront le jour et ceux qui ont déjà vu le jour, mais aussi les entreprises elles-mêmes, elles doivent obligatoirement. Alors, nous savons particulièrement, ça a été cité, la RSE, c'est une norme, c'est une démarche volontaire. Mais j'insiste sur le fait que c'est une obligation morale, éthique, de déontologie. Et donc, il faut à tout prix que l'entreprise, elle ne doit pas s'attendre à ce que la CGM fasse un manuel de procédure pour appliquer sa RSE. Il faut que l'entreprise prenne les choses en main. Et donc, comment le faire? C'est ce qui est difficile. Alors, j'ai un certain nombre de recommandations à vous édicter. Alors, je pense que certains d'entre vous le jugeront d'utopique, voire difficile, mais je vais, pour chaque recommandation, vous donner un petit exemple. Alors, d'abord, par exemple, en faire
plus en matière de congés payés, par exemple, notamment pour les raisons médicales. Nous avons su maintenant, vous avez compris qu'il y a une crise sanitaire. Donc, il faut absolument soit donner l'occasion de comprendre, d'être compréhensif vis-à-vis de notre salarié, parce qu'en contrepartie, plus il va bénéficier d'un congé maladie pour réellement se reposer. Forcément, quand il va reprendre en toute force et forcément, il y aurait un rendement. Donc, il faut en faire plus pour étendre, étendre par exemple, leur portée, pardon, et plus globalement, aider pour bénéficier des aides gouvernementales auxquelles les salariés ont droit. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas toujours l'entreprise qui paye, mais il y a des aides aussi qui sont dédiées à tout ça. Il faut aussi assumer les pertes des salaires qui sont subies par les salariés du fait du ralentissement économique. Ça, alors quand il y a une crise économique, c'est toujours les retombées sur le salarié. Eh bien, une fois que vous touchez le salarié, je vais vous le dire, demain ou après-demain, quand vous aurez encore une rentabilité à afficher, parce qu'un jour ou l'autre, ça va venir, figurez-vous que la personne que vous avez touchée aujourd'hui parce que vous étiez en période de crise, à un moment donné, elle va reconnaître que vous l'aviez négligée, que vous l'aviez mise à l'écart. Et croyez-moi, plus aucun rendement, vous ne les verrez de votre salarié parce que vous l'avez omis, vous l'avez négligé à un moment donné. Alors, je vous donne l'exemple de Microsoft. Microsoft, elle s'est engagée à faire ça auprès de ses employés avec des taux horaires au niveau de leurs sièges sociaux. Donc, il faut travailler par des taux horaires. Donc, on incite les gens à, puisque vous travaillez plus il y a de rendement, plus vous en serez payé. Il faut aussi soutenir davantage les sous-traitants, les vendeurs, les fournisseurs, parce que ça va réduire un peu l'intensité de la crise. C'est une forme de circulation de la monnaie au niveau de l'économie nationale. Vous en faites bénéficier d'autres. Et donc, forcément, vous faites, comment dirais-je, vous réduisez votre rôle d'économiste ou d'acteur économique en un deuxième rôle de responsable, de citoyen ou autre chose. Alors, il faut également disposer d'une certaine cartographie, comme les cartographies de risque, pour voir un peu la situation financière de l'entreprise, mais également la situation financière potentiellement possible, potentielle précarité de certains, soutenir les salariés, aussi ceux qui sont en poste dans les locaux de l'entreprise, etc. Il faut aussi appuyer la politique des salariés qui travaillent à la maison avec une certaine combinaison d'efficacité travail, avec gestion de stress ou gestion d'enfants. Je donne un exemple très simple qui est très connu, pour lequel justement on a eu beaucoup d'amalgame. Il s'agit justement de travail de roulement, par exemple pour les médecins ou les chirurgiens qui travaillent dans les hôpitaux publics et pour lesquels on se dit, bon voilà, ce sont des médecins qui travaillent avec le roulement, donc forcément, ils ne travaillent absolument pas, ils se sont payés, etc., etc. Moi, je dis qu'au contraire, il y a des disciplines où on a besoin d'avoir ce roulement parce que ça permet à notamment le travail où il y a, monsieur Hicham peut-être ne va pas être d'accord avec moi puisqu'il a évoqué l'empowerment féminin justement. Alors, pour la femme qui est une femme justement avant tout, qui est porteur d'idéologie au niveau de sa petite famille, il faut dire qu'il faut qu'elle puisse combiner entre sa vie personnelle et professionnelle. Donc forcément, quand vous avez des entreprises où il y a pratiquement plus de 50% de femmes, de gens féminines qui y travaillent, il faut leur accorder le temps de revoir leur famille, de gérer le stress familial, parce que le moment où elles seront au travail, elles ne seront plus prises avec les problèmes familiaux, elles seront prises par justement l'optimisation des tâches, par la réalisation des objectifs, et in fine, vous aurez votre rendement en étant une entreprise, et donc vous aurez votre rentabilité que vous cherchez. Il faut aussi assurer un suivi de la santé psychologique des salariés. Soyez sûr que quand on est dans une crise, comme la crise sanitaire, on est dans une phase dans laquelle on a peur, on commence à avoir peur. Croyez-moi, nous, on est des citoyens, on est chez nous et pourtant on a peur. Alors que quand quelqu'un il se déplace dans un environnement, dans une entreprise où il n'y a pratiquement plus les conditions d'hygiène, les conditions de propreté, les conditions dans lesquelles un salarié puisse travailler convenablement, eh bien, ça pourrait effectivement générer un stress psychologique en dehors du stress psychologique déjà ressenti par le salarié qui est quelqu'un qui vit dans un contexte dans lequel justement nous avons une crise pandémique. Alors, il faut in fine, s'interroger sur les outils, les moyens qui pourront aider les salariés à bien vivre le confinement. C'est très important. Si en étant une entreprise, on est axé sur le salarié, croyez-moi, c'est que forcément, vous aurez un rendement. Il suffit d'être un peu patient parce qu'effectivement,
la crise économique est bel et bien là, mais il faut s'attendre à une phase de transition par la protection de nos salariés, la protection également des bénéfices de l'entreprise et donc la protection de l'intérêt individuel et aussi de l'intérêt général de l'entreprise. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci, Je commence Madame. à se fatiguer un peu. Là, il y a l'idée Désolée. par rapport. Oui. Donc, je vous remercie. Donc, peut-être vous avez mis l'accent plus un peu sur le volet entreprise salariée. Oui. Je pense que l'engagement citoyen ou la RSE d'une manière générale, Anna, franchement, lorsque je la défends à Madame Benabdeslam, et je l'ai défendu à maintes reprises, je ne le défends pas par pitié. Moi, je le défends parfois en disant à l'entreprise elle-même que vous êtes gagnante dans l'affaire. Oui, mais faut-il lui faire comprendre ça. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Un jour, je me rappelle très bien, et peut-être M. Adil Marham, il m'a beaucoup aidé dans une enquête que j'ai effectuée par rapport à l'impact des actions citoyennes sur le comportement du consommateur. Je me rappelle très bien, j'ai présenté ces résultats devant un grand spécialiste dans la CGM. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit en fin de compte? Il m'a dit que l'entreprise, il a besoin de quoi? Il a besoin des gens comme vous, des intellectuels, qui vont leur sensibiliser. Parce que le travail, c'est un travail de sensibilisation. Exactement. L'idée qu'à l'entreprise, c'est qu'elle est perdante, elle va perdre un peu d'argent. Par contre, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, à Madame l'entreprise. Avec l'engagement citoyen, vous allez fidéliser les gens, surtout les consommateurs. Surtout avec le consommateur. Ah ouais, c'est Idrissi Galha. Galha, je vais consommer un produit marocain. Lorsque je vois que l'entreprise et les citoyens, je serai le premier à l'encourager, à le promouvoir. Oui, mais il faut de l'industrialisation marocaine. Quand on n'en a pas, où est-ce qu'on pourrait se procurer de la matière première alors qu'on n'a pas de matière première marocaine? C'est là toute la question. Oui, là, on est complémentaire à Madame Benabdeslam. On est complémentaire. Raya, moi, je pense que... Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est juste parce qu'on parle de CGM. CGM, il encadre combien de personnes? Il a 3 millions, 54 salariés, millions de salariés. Donc, il nous reste 30 millions à la charge de l'État. CGM, elle défend ses intérêts. Exactement. Pour moi, une société qui appartient à CGM, si elle veut avoir le label une entreprise citoyenne, ça, elle doit déclarer le maximum. Je ne comprends pas devant moi le chiffre 3,54 millions de salariés déclarés pour la CNSS. On a 1,5 million de fonctionnaires. On a 30 millions d'informés, c'est à la charge de l'État. Donc, c'est qui paie ça? C'est à partir des impôts, à partir des subventions. Donc, c'est l'État qui prend 30 millions. Effectivement. Moi, CGM, elle défend ses intérêts plus qu'elle défend l'intérêt de l'État. Oui, je vous donne aussi un autre exemple par rapport à la CGM, c'est pour ça que je ne me suis pas attardée sur ça. Je vous pose une question très très simple. Il y a des entreprises qui se sont labellisées avec le label CGM. Ce sont des entreprises qui étaient conscientes de l'intérêt de la CGM, aussi conscientes de l'intérêt de la RSE, et pourtant, parce qu'il y a un renouvellement justement du label, ce sont des entreprises qui n'ont pas pris la peine de renouveler leur label de la CGM parce qu'ils étaient conscientes que le label n'avait rien à voir avec les pratiques et qu'effectivement, la CGM ne défendait pas leurs intérêts, mais défendait leurs propres intérêts en étant CGM, ou encore parce qu'il y a une création, il y a un club qui a été créé, c'est le club des entreprises labellisées, et même dans le club des entreprises labellisées, figurez-vous, il y a les grandes entreprises. Et par coïncidence, dans ce club, on ne fait qu'intégrer des petites TPE qui, disons, le top management, il est plus dirigé par justement un truc familial par rapport aux grandes entreprises. Donc, effectivement, le club des entreprises ne défendait pas toutes les entreprises labellisées. Et c'est quelque chose qui est très décevant, qui est très désolant. Mais c'est pour ça que je n'ai pas pris la CGM comme vraiment, comme par exemple, quand on parle d'institut de RSE en Afrique. Donc, ce n'est pas un établissement qui a toute sa légitimité dans la mise en exergue ou la mise en pratique des démarches RSE. Alors, c'est pour ça que je me suis plus attardée sur l'entreprise parce qu'elle devrait en être consciente. Il y a autre chose dont vous avez parlé à Oussad Belfrili, c'est que c'est à nous de sensibiliser. Oui, on le fait, mais je pense qu'avant tout, en étant des chercheurs, en étant des académiciens surtout,
c'est que quand on veut faire preuve de quelque chose, autant avoir la preuve significative. On travaille tous avec des statistiques, on fait de la modélisation. Et pour moi, avant d'aller faire de la sensibilisation, parce que c'est des gens qui vont se dire, ouais, le blabla, on le connaît, qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus? Moi, avant d'y aller, je fais tout simplement une seule chose. Je leur fais un plan de trésorerie prévisionnel en intégrant toutes les démarches RSE. Et je leur dis, voilà votre plan de trésorerie avant RSE, et je leur dis, voilà votre plan de trésorerie prévisionnel après RSE. Voyez par vous-même, comparez par vous-même, vous allez trouver que la RSE, elle vous rend plus rentable. Et c'est là que les entreprises vont devoir être beaucoup plus conscientes. Parce que les entreprises ne savent pas la RSE. Je sais, madame. Madame Ben Abdeslam, je pense que le sujet de la RSE, Oui. de l'engagement citoyen, nécessite, nécessite un webinaire à part entière. On va, Inch'Allah, le programmer, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, la RSE peut-être et ses retombées après le Covid ou encore carrément RSE tout simplement. Oui. Donc, dans les prochains webinaires organisés par l'association. Peut-être on va faire appel à des gens de spécialité avec des talents différents, Madame Ben Abdeslam, d'accord? Exactement. Surtout des professionnels. C'est Abou Abdillah financier معنا, c'est Abou Abdillah, d'accord? Donc la maquette d'un financier, il est là, donc les mercaticiens, alhamdoulilah, les spécialistes. On peut même travailler sur le volet de la performance. Oui, peut-être. Oui. Donc, bien sûr, on doit partir de la définition de la performance dans un premier temps. Effectivement, Darori. C'est Najib Idrissi. Najib Idrissi, vous avez parlé un peu de risques industriels dans le milieu industriel. Dans les perspectives, Najib, quelles sont les mesures qu'on peut envisager et qui nous permettent effectivement de limiter ces risques dans le milieu industriel? Pensez-vous, monsieur le docteur, que le système industriel marocain est capable d'intégrer ce type de mesures? Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? Oui, donc c'est vrai que le secteur industriel, il est important pour l'économie marocaine, mais aussi à l'échelle individuelle, le salarié ou l'ouvrier, il doit avoir la certitude de garder son salaire une fois il tombe malade, parce que jusqu'à maintenant, les frais de maladie ou d'hospitalisation, ils ne sont pas à la charge de la CNSS, c'est à la charge personnelle. Donc, quelqu'un qui sent qu'il est malade, il doit rester chez lui, il doit partir à l'hôpital, faire les tests. Mais une fois il est positif, on l'hospitalise pendant 14 jours jusqu'à ce qu'il devienne négatif. Et ça peut lui créer une perte économique et peut-être une perte du poste d'emploi. Donc, il faut une garantie pour le salarié ou l'ouvrier de garder son poste, même s'il tombe malade. La même chose, il faut que la CNSS s'engage à rembourser les frais du soin, parce que pour elle, ce n'est pas répertorié dans le système NGAP d'assurance maladie obligatoire ou la cotation. Donc, deuxième des choses, il faut informer, éduquer ses ouvriers et ses salariés, parce que sur la maladie, je pense que c'est des choses, c'est des recommandations qui ont été données. Même pour les très petites entreprises, on voit maintenant au niveau des petits cafés, au niveau des petits restaurants, les gens ils commencent à prendre des mesures de sécurité, de distanciation sociale. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils font au moins un espace de travail de 4 mètres pour chaque salarié ouvrier. Il faut diviser les équipes par 2, donc il faut travailler à mi-temps et payer les gens un salaire entier, ou même travailler la journée, ou la moitié d'équipe la journée et la moitié le soir. Donc, il y a plusieurs propositions. Il faut mettre à disposition de ces ouvriers un système d'irrigation pour lavage des mains et un drainage, bien sûr, un drainage. Il faut mettre à disposition du gel hydroalcoolique, du savon, des serviettes jetables, des masques, des casques de protection, des lunettes. Il faut instaurer des mesures de température à l'entrée de la société. Il faut un médecin de travail avec un personnel paramédical disponible au niveau de chaque unité, surtout lorsque ça dépasse 50 personnes. Automatiquement, il faut avoir un médecin sur place
parce que normalement, à l'entrée et à la sortie, il faut vérifier la température et au moindre doute, faire des prélèvements. Nous, on a commencé au Maroc à faire un dépistage de masse, ça coûte hyper cher pour la société et le salarié ne peut pas supporter 600 dirhams. Et ça ne veut pas dire que je suis négatif aujourd'hui, demain, je serai toujours négatif. Le fait de rentrer, je peux ramener avec moi un virus le lendemain. Donc, on ne peut pas se baser sur le dépistage de masse comme ça. Peut-être on peut le faire au départ pour recenser les cas positifs, mais se baser sur le dépistage de masse au long cours, c'est contraignant sur le plan budgétaire, que ce soit pour l'ouvrier, que ce soit pour les très petites entreprises. Je prends l'exemple d'un café au restaurant, petit restaurant de coin, il ne peut pas supporter, c'est la 4 personnes, c'est 4000 dirhams de frais, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est un budget quand même. Donc, tout en sachant que c'est des gens qui sont payés, je pense, au SMIC. Donc, il y a un problème économique qui est sérieux. Donc, c'est pour cela qu'il faut investir dans le chercheur pour développer des solutions de dépistage qui ne coûtent pas cher. Juste pour vous dire que Masser, il a développé un kit de dépistage. Donc, le prix de revient pour le dépistage, il va coûter 180 dirhams, 150 à 180 dirhams. Donc, si on arrive à promouvoir la recherche et développer l'innovation au Maroc à travers les universités marocaines, comme a dit le professeur Boukhali tout à l'heure, on a d'excellents et d'éminents chercheurs au Maroc au niveau de faculté de sciences. Il faut faire appel aussi au niveau de l'Institut agronomique. C'est des gens qui travaillent sur les zoonoses. Le corona fait partie des maladies émergentes d'origine animale. Donc, il faut s'attendre à d'autres virus qui vont venir. Donc, c'est un modèle qu'il faut construire pour rendre le système de santé autonome, capable de supporter 35 millions d'habitants, réactionnel, opérationnel. Jusqu'à maintenant, on a montré l'efficience avec le manque de financement, avec le manque de moyens. On était efficient quand même. Le bon Dieu était de notre côté parce qu'il nous a donné des souches qui sont vraiment pas aussi résistantes. Donc, dans un travail qu'on a publié avec professeur Hazel et professeur Boukhali, donc on a parlé de travel génomique, ça veut dire une surveillance génomique. On peut ouvrir les frontières, on peut continuer les échanges, mais en se basant sur la surveillance génomique. Ça veut dire chaque fois on a un patient positif qui vient de l'étranger, il faut faire un séquençage génomique du virus et pouvoir l'origine. Et chaque fois on a des cas où il y a un virus méchant, ça veut dire qu'il a une mutation génétique, on peut bloquer les frontières avec ce pays et laisser les autres pays qui nous donnent des virus qui ne sont pas méchants, qui donnent des formes mineures, on peut laisser les frontières ouvertes. Donc, comme ça, c'est une proposition qu'on a fait à travers ce travail. Il y a un communiqué de presse qui va sortir prochainement. Donc, on attend d'approbation du monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui fait partie de l'équipe. Donc, on attend pour proposer ça pour les décideurs économiques pour fermer les frontières avec juste les pays qui ont des souches qui sont résistantes aux méchantes et laisser les frontières ouvertes sur le plan économique avec les pays où ils ont des formes mineures. Donc ça, c'est une proposition parce que cette crise, tout le monde en souffre. Même tout à l'heure, les chiffres qu'a présenté le professeur Boukhali, il a démontré que les États-Unis, ils ont un système de financement de santé qui est important, mais quand même, il s'est montré défaillant face à cette crise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Il faut mutualiser les compétences et les moyens. Il faut prendre en considération avec la très petite entreprise que c'est Hicham Belmatel connaît très bien, ou le corps qui va fédérer des très petites entreprises pour faire face à CGM, qui est le mastodonte qui prend tout pour lui concernant que ce soit les subventions ou même le côté juridique. Je pense qu'il faut penser aux très petites entreprises et surtout le secteur informel. Donc, je vous remercie. Merci, M. Idrissi. Soyons optimistes, effectivement. Soyons confiants, surtout aux facteurs humains. Bien sûr, on vous fait confiance. Moi, je pense qu'il faut juste un peu les moyens, les petits moyens. On glouche les moyens, mais peut-être les petits moyens. Vous avez beaucoup parlé un peu de l'efficience et moi j'aime beaucoup ce concept parce qu'avec le minimum qu'on a, on a pu faire des choses qui sont extraordinaires. Je reviens vers vous, Sib Boukhali. Je sais très bien que vous avez fait franchement une très belle prestation sur la budgétisation du ministère un peu de la Santé. Si vous avez des choses à rajouter, Sib Boukhali, par rapport à... Surtout, on sait très bien, on a deux variables qui sont fondamentales.
la première variable, il y a Siyasat Tarchouf, la politique d'austérité que le Maroc a mise en place depuis ces 20 dernières années. Dernièrement, la loi de finances rectificative qui a été approuvée par le Conseil des ministres devant Sa Majesté, où ils ont donné une grande orientation vers la dimension sociale, sanitaire, etc. Sil Boukhali, est-ce que vous croyez que le budget maintenant de la santé est-il... Bon, je parle un peu de la masse allouée, hein, d'accord. On a fait un grand effort. Si je retiens juste une petite statistique des lits de réanimation, de 1640 jusqu'à 3000, il y a un effort qui a été fourni par rapport à ça. Le budget, je pense, de la santé n'était pas, si vous voulez, touché par la politique d'austérité. Mais est-ce que vous croyez que c'est toujours suffisant? Ou là, peut-être, il y a des choses à faire avant de donner la parole à Yassir. Effectivement, ce qui a été attribué au ministère de la Santé, donc ça couvre largement en fait la nécessité qu'a prouvé le système de santé. Mais moi, lorsque j'ai présenté le budget, je présentais le budget en tant que budget standard. Je n'ai pas ajouté les rectifications parce que c'est des trucs qui étaient exceptionnels, c'est une exception. Moi, l'idée, en fait, c'est de faire un budget du ministère de la Santé, mais d'ajouter même cette exception, ce budget exception qui a été ajouté, il faut qu'il demeure. Il faut qu'il demeure. Pourquoi? Parce que les pandémies vont se répéter, ça va continuer. L'idée, c'est que le budget en fait, du ministère de la Santé doit être capable d'absorber toutes les demandes en temps normal et en temps d'exception. Et le temps d'exception, on n'aura que ça. Donc, d'après les experts en virologie et tout ça, donc les mutations, ça veut dire ça. Moi, je ne voulais pas vous affoler ou faire rentrer dans un truc un peu politique pour vous dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez bien reçu le message, 1 gramme, ça a infesté, moins d'1 gramme, ça a infesté le monde entier. Et le virus, c'est un truc que tout le monde peut l'avoir. Les groupes terroristes. Mais maintenant, si même on n'a pas, il n'y a pas une épidémie ou une pandémie naturelle par mutation au hasard, il y a le risque terroriste. Dans tous les pays, vous allez voir, dans les prochains mois qui viennent, on va voir que tous les pays, les pays qui sont conscients de ça, vont instaurer une cellule de crise de pandémie qui sera un observatoire qui va travailler 24 sur 24, parce que le risque, en fait, qui est le risque qu'on va venir, ce n'est pas les pandémies naturelles ou des pandémies qui échappent d'un laboratoire ou d'une guerre entre deux pays, mais le risque, c'est le terrorisme. 1 gramme, moins d'1 gramme, ça a bouleversé le monde entier. Et le virus, il est à la portée de tout le monde, à la portée des pays qui soutiennent le terrorisme, et à la portée je ne vais pas rentrer beaucoup dans ce webinaire en truc purement politique. Moi, j'aimerais bien rester scientifique, laisser de politique pour les politiciens. Et lorsqu'on fait la casquette de politique, on peut parler de ça. Mais là, j'ai ouvert juste une parenthèse pour dire que maintenant, le Maroc, il n'a pas de choix. Il faut qu'il ait un budget solide, un budget standard et un budget de crise. Ce budget de crise doit être renouvelé chaque année, en permanence. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Boukhali. Merci, franchement, merci. Donc, le budget, c'est une contrainte, effectivement. Exactement. C'est une contrainte. Et là, j'adresse la parole à Abou Abdillah en tant que responsable en finance. Donc, peut-être vous êtes d'accord avec moi, M. Yassir, que le budget, oui, c'est une contrainte. Bien sûr, il y a toutes les tentatives pour alléger plus un petit peu ce budget. Mais pour l'alléger un petit peu, il faut chercher peut-être un peu des produits alternatifs quand même. Oui. C'est pour cette raison qu'on parle maintenant plus de la financiarisation, peut-être comme une solution. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour conclure, hein, parce que peut-être oui, vous êtes c'est la conclusion peut-être, CSR, pour nous donner plus un peu d'espoir, parce qu'il y a toujours la contrainte budget, comment on va faire tout ça, etc. Mais est-ce qu'on voudrait quand même rester optimiste à la fin un petit peu de cette séance par rapport à vos propositions CSR? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à ce niveau? D'accord. Donc, il faut toujours rester optimiste, bien sûr.
Quand on parle de contraintes budgétaires, normalement, il faut, à mon sens, il faut scinder le budget. Par exemple, quand on dit que le budget alloué au secteur de la santé, elle n'est pas suffisant. Suffisant dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce que le budget de fonctionnement, le budget d'investissement ou le budget d'équipement? Moi, dans mon intervention, je vais essayer d'orienter un peu le débat vers le budget d'équipement ou d'investissement. Donc, d'une manière générale, on va évoquer ce point dans la dernière partie. Bien sûr, c'est la dernière partie. Donc, juste pour répondre à la question de M. Khali, professeur Khali, donc on peut dire que l'amélioration de l'investissement d'une manière générale dans le système de santé, c'est une condition sine qua non dans la promotion du financement du secteur. Donc, les objectifs d'une manière générale d'investissement doivent être concrétisés, entre autres, par des partenariats publics-privés. Tout à l'heure, on a dit que le secteur privé est plus attractif que le secteur public. Bien sûr, je vais évoquer la question du financement. Tout à l'heure, on a dit que pour le secteur public, le financement des dépenses du secteur de la santé sont financés à hauteur de 50% par les ménages. Par contre, pour le secteur privé, normalement, il est financé à hauteur de 90%, financé par l'assurance maladie, ce qui lui rend plus attractif que le secteur public, bien sûr. Moi, je dis, à mon sens, il est inconcevable que le Maroc soit si développé, comme a dit Najib tout à l'heure, il a fait preuve lors de cette pandémie, normalement, dans le domaine de l'invention et tout. Donc, le Maroc, il a du potentiel, il a des compétences. Donc, tous les secteurs, je pense, qui sont développés, que ce soit au niveau des infrastructures, dans les secteurs comme la logistique, les télécoms, les banques, l'assurance, et qu'une activité aussi fondamentale que la santé reste à la traîne. D'où la nécessité de prospecter d'autres sources de financement qui rentrent dans le cadre du financement innovant ou plutôt une appellation un peu qui est la financiarisation. Moi, sincèrement, j'ai du mal à le dire parce que pour décrire cette financiarisation, ça reste juste une forme de fascination pour l'agilité et la créativité financière au détriment de la compréhension de ce que l'on veut financer réellement. Que je voudrais le rappeler d'une manière générale ou synthétique, à travers ce financement, qu'est-ce qu'on espère? On espère avoir un service de santé de qualité dont l'usage, typiquement, dans l'usage, il doit être à la portée financière de tous, à moindre coût. Et c'est ça typiquement la vocation première du secteur public. Donc, par financiarisation, je veux dire, c'est la multiplication des initiatives de financement qui peuvent fragmenter toute l'architecture financière de ce secteur, alors que l'effort national du pays, il reste dramatiquement faible en matière d'allocation de budget pour le secteur de la santé. Normalement, comme a dit notre cher professeur, M. Marham, normalement, c'est à partir du mal qu'on doit normalement, donc on doit capitaliser sur ce qui est passé pour tirer des leçons et pour avancer dans le futur. On doit impérativement agir sur le budget de l'État. L'État, moi, personnellement, je ressens qu'il y a un recul de l'État pour le secteur de la santé, parce que si on se rappelle très bien, à partir de 2015, l'État a procédé à une libéralisation du capital des cliniques et elle a autorisé à tout investisseur d'investir dans le capital des cliniques. Donc, c'est ce qui a ouvert l'appétit des investisseurs, surtout actuellement, parce que normalement, les autres secteurs sont plus porteurs. Et avec la baisse du taux directeur, les taux d'intérêt, donc tous les placements financiers qu'on peut trouver, que ce soit dans le domaine obligataire, que ce soit dans le domaine marché des capitaux, marché boursier ou n'importe quel autre marché, les taux, dans les meilleurs des cas, ils ne dépassent pas un certain seuil. Par contre, l'activité, c'est-à-dire les prises de participation dans le secteur des cliniques, ils ont fait preuve. Et juste pour donner un exemple, un groupe holding, normalement, au bout de 24 mois, il s'est permis d'ouvrir 5 cliniques multidisciplinaires. Je parle bien du groupe Acdital Holding. Donc, le secteur privé, il a eu de la chance de diversifier ses sources de financement. Il y a également une autre
une autre source de financement, bien sûr, on peut la qualifier comme innovation financière. C'est les OPCR, normalement, les organismes de placement collectif en capital risque, c'est-à-dire elles consistent en un financement de la création ou du développement d'une entreprise, que ce soit qu'elle opère dans n'importe quel secteur. C'est une entreprise à risque, mais à fort potentiel. Généralement, ce sont les startups. C'est-à-dire, on prend une prise de participation dans son capital, on l'accompagne jusqu'à ce qu'elle puisse prendre sa maturité, atteindre sa maturité, et après, il y a un désengagement. Donc, l'OPCR, à partir de cette entreprise, il y a une remontée de dividendes qui sont distribués, bien sûr, aux bailleurs de fonds. Donc, c'est une formule de financement qui coûte moins cher pour les entreprises qui opèrent dans le secteur privé. Il y a également, pour cette pratique des OPCR, normalement, la CDG Capital, à travers une branche Private Equity, normalement, elle vient d'entrer dans le capital du groupe Encorad, qui est spécialisé dans le traitement du cancer, au Maroc, via son fonds de capital risque également, qui s'appelle Capital Mezzanine 2. Donc, tous ces innovations, ils ont permis de booster un peu le secteur privé parce qu'il y a de l'appétit derrière des investisseurs qui sollicitent investir dans ces secteurs qui sont porteurs. Mais le secteur public, à mon avis, il est toujours dans une situation un peu délicate. Par contre, dernièrement, on a assisté à un produit que le ministère des Finances il a qualifié comme produit financier innovant, c'est-à-dire ils ont procédé à la cession d'un parc de CHU, 5 CHU. Ils ont été cédés pour une formule de leaseback, c'est-à-dire une formule, par exemple, si on prend un CHU, concrètement, il s'agira d'une opération de sales and leaseback, c'est-à-dire une opération de vente via la création d'un organisme de placement collectif en immobilier, c'est-à-dire c'est un véhicule de financement, dont le but est uniquement de financer un projet immobilier. Pour l'État, ça permet à l'État de lever des fonds aussi importants, sans coût, parce que tout à l'heure, j'ai parlé dans la première partie, j'ai parlé de la subvention accordée par le Conseil de coopération des pays de Golfe. J'ai dit que cette subvention, normalement, elle était destinée, elle était à l'ordre de 8 milliards, elle était dédiée pour financer les CHU. Malheureusement, cette subvention, elle a été suspendue et je pense que c'est à cause de ça que l'État a procédé à une cession de ces CHU, un opérateur, un intervenant de taille, un investisseur institutionnel dans la place financière marocaine, un investisseur épargnant, bien sûr. Donc, je pense que c'était la raison pour laquelle l'État a pu récupérer les fonds nécessaires et j'espère bien que ces fonds vont servir pour financer d'autres CHU qui vont venir par la suite. Alhamdoulilah, on est toujours optimiste parce que maintenant nous sommes à 7 CHU. Et cette pratique, normalement, à travers cette pratique, normalement, il y a une loi qui a été amendée en 2019 et il y a même des sociétés qui, malgré la période des confinements, ils ont été créées. Ce sont des organismes de placement au capital immobilier. C'est normalement, je pense que les hôpitaux, ils peuvent, par exemple, un CHU, un hôpital, ils peuvent procéder à un apport chez cet organisme de placement. Ces organismes, bien sûr, ils sont réglementés, ils sont régis par l'autorité marocaine des marchés des capitaux, qui est bien sûr un organisme placé sous la tutelle du ministère des Finances. C'est elle qui donne l'agrément pour ces véhicules d'investissement pour qu'ils puissent opérer dans le marché de l'immobilier. Quand je dis marché de l'immobilier, j'évoque bien sûr la partie construction, la partie bâtiment des hôpitaux. C'est une pratique qui est courante dans la zone euro. Les pionniers, ce sont les Belges. Et maintenant, ils gèrent pour le compte de l'Allemagne, pour le compte de la France, c'est-à-dire ils procèdent à la construction des hôpitaux et ils procèdent en même manière à une levée de fonds parce que c'est un système qui est très avantageux d'un point de vue fiscal et d'un point de vue réglementaire. Il y a une souplesse. Je pense que c'est un produit, c'est un instrument financier récent et nouveau qui peut aider les hôpitaux marocains à transformer leur actif immobilier, c'est-à-dire le transformer
pour transférer sa propriété à ses OPCI, normalement, l'hôpital il va procéder à le paiement des mensualités. Ces mensualités, parce qu'il va devenir par la suite un locataire. Ces mensualités vont servir pour une remontée de dividendes pour l'autre partie, d'autre côté pour les investisseurs, c'est-à-dire les bailleurs de fonds. Et ça donne des rendements maintenant, je parle actuellement, ça donne des rendements qui avoisinent les 6%, et chose qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel marché financier à travers le monde, surtout avec l'avènement de cette crise, parce que c'est un loyer fixe et c'est un contrat qui est étalé sur le très longue durée, normalement à partir de 20 ans, voire même 40 ans. C'est mieux qu'une obligation qui sera émise, par exemple, pour financer, c'est-à-dire un endettement. Donc, je pense qu'il y a de la matière sur laquelle on doit travailler, on doit creuser, on doit persévérer, parce que nous tous, on sollicite un meilleur Maroc pour demain, pour, comme a dit M. Atoche tout à l'heure, pour les futures générations qui vont venir par la suite. Donc, il faut encourager la recherche scientifique. Il faut la recherche scientifique, je veux juste ouvrir cette petite parenthèse. Il y a de la volonté parce que si on trouve, par exemple, l'établissement dans lequel je travaille, il a procédé à... il y a nos amis qui ont assisté déjà, une invitation d'ailleurs est ouverte pour tout le monde, à des prix d'excellence qui vont s'étaler par la suite pour toucher d'autres créneaux, c'est-à-dire elle va encourager, financer la recherche scientifique par un volet bien déterminé. Donc, on espère que les autres institutionnels ou tous les intervenants dans les différents marchés puissent financer une partie à partir de leur budget, financer la recherche scientifique d'une manière générale. Je pense que... Merci, cher Yasser. Merci. Franchement, vous savez, le financier, il a toute sa place. Il y a des gens qui travaillent. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir, si vous voulez, des experts à différentes facettes, chacun dans son domaine. Donc, je pense qu'on a dit l'essentiel. Ça fait plus de 3h30, chers collègues. On peut conclure, il n'y a que c'est ça. Il n'y a qu'à c'est Atoche. Alors, donc, en conclusion, effectivement, on peut considérer la pandémie Covid-19 comme étant une opportunité qui nous a poussé à réfléchir, ensemble. Je rejoins l'idée de professeur Atoche, il faut aller vers la recherche d'un nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement qui doit prendre en considération des variables économiques, financières, sociales, sociétales, sanitaires, etc. Moi, je pense qu'il faut opter pour cette approche un peu que je peux qualifier d'approche systémique, où tout le monde a sa place, où tout le monde peut contribuer, chacun à sa manière, pour l'épanouissement de ce pays qu'on aime beaucoup et qu'on voudrait qu'il soit toujours à la hauteur. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les personnes présentes. Monsieur Bqali Abdelrahman, merci beaucoup pour votre présence, pour la clarté, pour la pertinence de tout ce que vous avez dit. Yassir Abou Abdillah, merci bien, la présence d'un financier. Najib Idrissi, merci beaucoup, on vous aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup un petit peu vos réactions. Madame Rim Ben Abdeslam, ça fait plaisir aujourd'hui de vous voir. Ça fait longtemps, donc on aimerait bien qu'on se projette un peu dans l'avenir avec beaucoup de choses, Inch'Allah. C'est Hicham Atoche, mon professeur, j'ai oublié de le dire quand même, à la Sherfa, attention, d'accord. Donc mon cher professeur, c'était mon professeur au master, donc je vous remercie, j'ai saisi cette occasion pour vous remercier, je remercie également Madame Tchoufer qui était là avec nous, qui s'est excusée pour des raisons professionnelles. Et en dernier lieu, c'est Hicham Belmati. C'est Hicham, Monsieur le Président. On vous remercie beaucoup, chaleureusement. L'effort que vous fournissez, c'est un effort qui est très colossal. C'est Hicham Belmati, le grand cœur
انا كنسمي هكا la citoyenneté في الدم ديالو. Donc je vous remercie cher professeur, je vous remercie tous, je remercie l'audience et un autre webinaire inchallah وتكونوا بصحة جيدة والله يعاونكم et je vous remercie. الله يعاونكم.